Territoire est une émission qui ambitionne de donner l'opportunité aux acteurs de la vie associative, de la vie politique, à ceux qui ont marqué l'histoire, de faire un partage de mémoire. Cette émission part d'un constat simple. Ceux qui façonnent l'histoire de notre pays, parce que ce sont les hommes et les femmes, naturellement, qui font l'histoire de notre pays, puisque nous ne sommes que des mortels, eh bien, ces acteurs de la vie politique, de la vie associative, ces Centrafricains un peu ordinaires, quittent cette terre sans avoir témoigné. Nous voulons donc donner l'opportunité à ceux qui ont mérité de la patrie de laisser des traces audiovisuelles. Lorsqu'on traverse juste de l'autre côté du fleuve, nous avons des images, des vidéos, nous avons des témoignages audiovisuels, médiathèques à jour, depuis 1930, 1940, 1950 et nos jours. Et donc l'absence de mémoire collective nous condamne à répéter les mêmes erreurs. Donc cette amnésie collective permet à ceux qui n'ont pas servi la nation de se cacher et de répéter les mêmes erreurs, les mêmes méfaits, et à ceux qui ont mérité de la patrie d'être confondus. Donc c'est ce travail-là que nous ambitionnons de faire. Alors, Danielle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle, professeur, chargée de mission dans une autre vie, et ce qui défend aussi les droits de l'homme. Mais ça, c'est l'univers public. Qui êtes-vous, Madame Darlan? Je suis, effectivement, je m'appelle Danielle Hélène Darlan. Et je suis la fille de Georges Darlan, qui a été président, le premier président de la première assemblée territoriale de Lubangui-Chari, et de Laure Darlan, qui nous venait du Kivu, elle, par contre. Et donc, je suis née à Bangui, j'ai grandi à Bangui, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Bangui, et ce n'est que les études supérieures que j'ai faites en France. Et après, j'ai voulu revenir pour travailler dans mon pays. Mais pour ceux qui ne le savent pas aussi, vous êtes la sœur d'une légende de la musique africaine, Thierry Darlan Yezo. Oui, effectivement. Thierry Yezo est mon aîné d'un an. D'un an. Oui, on sait très peu de choses de lui, il n'y a pas d'image, d'entretien. Oui. Et donc cela aussi, à travers vous, on espère faire survivre de manière éternelle cette légende de la musique centrafricaine. Alors, l'histoire de notre pays en 1950 commence par une tragédie, puisque le père fondateur décède dans un accident d'avion, dans la Lobaye, comme s'il voulait achever son parcours qu'il a commencé dans la Lobaye, la terre de ses ancêtres. Où étiez-vous quand Boganda est mort dans cette rage? Alors, à ce moment-là, j'avais 7 ans. Donc, c'est un peu difficile de me rappeler les événements politiques, surtout que pour des problèmes de sécurité, déjà à l'époque, notre père nous avait envoyés en pension en France. Je suis allée en pension de 3 ans, à l'âge de 3 ans à l'âge de 7 ans. Et je suis revenue, effectivement, j'avais 7 ans, et ça devait être au début de l'année, puisque je suis du 12 mars, et le 30 mars, j'étais ici, par contre. J'étais ici, donc à partir de ce moment-là, j'ai très peu de souvenirs, mais ce dont je me souviens par contre, c'est la foule qui était en pleurs dans Bangui. Ça, c'est la seule image que j'ai gardée de cet événement, compte tenu de mon âge. Très bien. Vous avez fait un clin d'œil à l'histoire de votre père, qui fut le premier président de l'Assemblée territoriale. Ça, très peu de Centrafricains le savent. Et il me semble quand même que c'était à l'époque certaines démocraties. Les gens avaient le droit à une certaine divergence, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec Ouganda. Oui. En fait, mon père a été un petit peu l'éternel opposant. Il y en a comme ça. Bon, donc, mais c'est lui qui était allé chercher Boganda et qui a fait connaître Boganda. Ah non, je crois que je ne peux pas donner des détails, mais ça je le sais de ma mère qui m'en a parlé, parce que la population voulait voter pour lui. Et il a dit non, je vais vous montrer quelqu'un. Et il est allé chercher Boganda. Donc au départ avec Boganda, ils avaient les mêmes vues et tout. Mais c'est par la suite
que les choses se sont gâtées. Je ne peux pas exactement expliquer pourquoi, mais je sais que mon père lui-même m'avait dit, bon, quand il est décédé, j'avais 12 ans, donc j'étais un peu jeune aussi, mais je me souviens très bien de son dernier, parce qu'il nous a fait un discours carrément, 2 jours avant sa mort, pour nous parler de la Centrafrique. Moi, à 12 ans, vous voyez, pour dire tout ce qui ne va pas, et pour dire tout ce qu'ils sont en train de faire ne marchera pas. Et donc, à partir d'un moment, il a eu des différences de vue, mais pourquoi exactement avec Boganda? Par contre, c'est mon oncle, Antoine Darlan, qui a accompagné Boganda jusqu'au bout, et qui était avec lui comme député à l'Assemblée de l'Union française. Donc, voilà, entre mon père et mon oncle, à peu près, c'est ce qui s'est passé. On était dans une trajectoire... Manifestement, oui. Oui, il a dit très clairement, tout ce qu'ils font ne marchera pas. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. 64 ans ou presque après, oui. Malheureusement, il avait raison, il aurait aimé qu'il lui tord. Oui, exactement. Alors, donc vous rentrez des études et vous vous mettez au service de votre pays. Donc c'est un parcours discret, comme il y en a tant dans ce pays, gravissez les échelons. Et puis, le destin va vous chercher dans votre discrétion, puisque finalement, tout le monde a en mémoire votre passage au niveau de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas ne pas en parler. Il y a eu une vie avant, puisque vous avez eu plusieurs vies en une seule. Bien sûr, oui. On commence par laquelle de vos vies. Peut-être par celle de professeur. Parce que, oui, voilà, c'est juste pour vous dire que au départ, je ne voulais pas du tout faire du droit. Je voulais être journaliste. Ah. Donc, mais vous savez qui m'a découragée? C'est Bokassa. Ah. Parce que j'avais lu un mot de bienvenue. Mobutu était là. Je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Et on m'a fait lire un mot de bienvenue. Ils étaient au Sofitel. Et Bokassa a entendu ma voix. Mais il ne me voyait pas, ni l'un ni l'autre. Alors il a dit au protocole, mais qui est cette personne qui parle là? On lui a dit, voilà, c'est la fille d'Arnaud, on reconnaissait bien mes parents. Donc, on m'a bloqué là, et après il est venu, il m'a félicité. Il m'a dit, vraiment, vous vous exprimez bien et tout. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et je lui ai dit, je voudrais être journaliste. Oh là, il dit, non, vous savez, les journalistes, ce sont ceux-là qui devraient apprendre à la population ce qu'il faut, mais ce qu'ils font, ça ne va pas. C'était au moment où les journalistes avaient vraiment beaucoup de problèmes ici. Donc voilà, c'est lui qui m'a découragée, et après j'ai choisi le droit un petit peu par hasard comme ça. Mais après, c'est devenu une passion. Et quand je suis revenue ici, après mes études, j'ai commencé par en fait diriger une société privée, la société Imprimerie Express, je me souviens. Donc pendant 1 an, et ça ne me plaisait pas du tout. Le privé, quand il n'y a pas, disons, le public dedans, quand il n'y a pas cette notion de toucher quand même un certain nombre de personnes, ça ne m'intéresse pas. Donc je gagnais pourtant bien ma vie dans cette société, je suis partie et je me suis intégrée. Déjà j'étais vacataire à l'université et je me suis intégrée à la faculté de droit et sciences économiques, comme ça s'appelait à l'époque. Et là, l'enseignement m'a passionnée tout de suite parce que vous touchez énormément de jeunes, vous leur passez des principes, vous discutez avec eux, vous faites des analyses avec eux, et donc c'est très important, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la formation. Et le président Kolingba d'ailleurs, j'étais très surprise, il ne me connaissait même pas, mais j'enseignais, donc j'étais intégrée depuis 3-4 mois. Et tout d'un coup, j'entends un décret disant que je suis doyen de la faculté de droit et sciences économiques. Voilà, c'est au président Kolingba qui m'a fait confiance sans même me connaître. Sans même me connaître, vraiment. Donc, c'est comme ça que j'ai dirigé la faculté pendant 3 ans. Et puis après, j'étais chargée de mission à l'éducation, chargée de mission coordinatrice au cabinet du ministre Jean-Paul Goupandé. Et ça a été vraiment un grand honneur et un grand plaisir de travailler avec lui. Parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait, faire de l'éducation, pas demain, pas après-demain, mais sur les 10 ans, sur les 15 ans. Et nous avions les mêmes vues. Donc nous avons monté tout un projet d'éducation, et qui était, à mon avis, très cohérent.
et la Banque mondiale était venue pour soutenir l'éducation. Et les réunions commençaient avec moi, puisque j'étais chargée de mission coordinatrice. Et ils nous disaient, nous avons, voilà, un projet pour vous que nous voulons bien appuyer. Je leur ai dit non, nous avons notre projet. Nous avons notre vision de l'éducation. Ah non, mais voyez, ça a marché dans tel pays. Non, c'est bien qu'il y a eu un blocage à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils font d'habitude, ils sont allés voir le ministre en disant, votre chargé de mission, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et la réaction du ministre a été magnifique. Il a dit, allez d'abord vous entendre, retournez vers ma chargée de mission, entendez-vous d'abord avec elle, et moi je réglerai après les quelques petites différences s'il y en a. Et c'est comme ça qu'ils ont été coincés, ils sont revenus, et ils ont lu notre projet, ils l'ont financé en entier, et non seulement ça, ils l'ont pris maintenant comme exemple pour aller dans d'autres pays. Et voilà, vous évoquez le souvenir des grands centrafricains. Jean-Paul Boucandé, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes là, pour faire témoin de l'histoire. Nous n'avons pas d'entretien audiovisuel de ce grand centrafricain dans la période. Ceux qui vont venir demain, c'est vrai. Le sera encore. Et il en avait un dans la tête. Nos films contemporains, donc Boucandé, il est parti, il n'a pas laissé de traces. Oui. Et c'est la justification de ce son. Il y en a comme d'autres. Conjugaux. Beaucoup, il y en a beaucoup. Oui. Oui. Et même le président Bogota n'a pas laissé de traces comme il y en a dans d'autres pays. Il y a quelques images furtives qu'on peut récupérer du côté de l'INA, mais c'est tout. Donc c'est ce travail-là. Et donc, chargé de mission, professeur, et vous voilà présidente de la Cour constitutionnelle. Oui. Alors je voudrais dire, avant de répondre à votre question, que j'ai dans la salle un de mes étudiants. Très bien. Vous voyez, donc, ça ne m'arrange pas parce que ça me vieillit beaucoup, mais c'est un de mes étudiants, oui, M. Douban. Très bien. Vous avez donc expliqué Oui, tout à fait. Vous avez formé un brillant. Ça fait extrêmement plaisir pour un enseignant de voir ses étudiants progresser et occuper des postes importants et même plus importants que nous-mêmes. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui a été la suite. Parce que lorsque j'entrais à la Cour constitutionnelle, je me suis dit, bon, j'ai enseigné un certain nombre d'années, j'ai même fait avocate pendant 5 ans, et au fond de moi, j'aime le travail de magistrat. Parce que c'est tellement important, donc j'aime le travail de magistrat. Donc je me suis dit, eh bien, pour une fois, je vais essayer de rendre la justice aussi. Et c'est comme ça qu'il y avait des places, donc la Cour constitutionnelle devait être renouvelée. Et j'ai été candidate au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai été élue et je me suis retrouvée à la Cour constitutionnelle et élue après, d'abord de transition, où j'ai travaillé avec le président Ndouba, et ensuite à la Cour constitutionnelle après la transition. Et je me suis retrouvée élue à l'unanimité, présidente de la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que ça me... Vous savez, ça a été une expérience extrêmement riche pour moi, parce que rendre la justice, c'est très important dans un pays. C'est arrivé à la Cour constitutionnelle que je me suis rendu compte que la justice est le cœur de la démocratie. Sans justice, s'il y a trop de dysfonctionnement au niveau de la justice, on ne pourra pas établir la démocratie. C'est impossible. C'est vraiment d'abord la justice. Donc ça a été pour moi le premier enseignement. Et c'est ce que je disais à tous à la communauté internationale qui venait nous rencontrer. J'ai dit, le cœur c'est la justice. Si vous voulez appuyer, si vous voulez réformer, si vous voulez, c'est la justice. Commençons par la justice. Donc je n'ai fait que répéter ça. Je ne sais pas si j'ai été entendue, mais bon, ça a été vraiment le premier enseignement. Le deuxième enseignement, je pense, c'est d'avoir à justement rendre la justice. J'ai pris ça très au sérieux, peut-être trop au sérieux, mais c'est quelque chose de sérieux. Donc, lorsque nous rendions nos décisions, je veillais toujours à ce que ce ne soit pas rendu, superficiellement. Parce que je dis c'est pédagogique aussi. Donc, il fallait à chaque fois que nous motivions
tant qu'une décision n'était pas bien motivée, elle ne passait pas. Elle ne passait pas. C'était très important pour moi. Ça, c'est l'aspect peut-être enseignant. Et donc, c'est comme ça que nos décisions, et je peux vous le dire, au niveau africain, ont eu, disons, beaucoup d'intérêt pour les autres cours constitutionnels. Et lorsque nous sommes allés à la CGCA, c'est la conférence des cours constitutionnels africaines, ils m'ont tout de suite élu, c'était ma première fois de participer, ils m'ont tout de suite élu vice-présidente. Donc, je pense que c'est une reconnaissance par rapport au travail de la Cour constitutionnelle. Et après, je peux vous dire que même jusque maintenant, les responsables de la CGCA, quand ils ont un problème juridique, ils m'appellent, ils me consultent, vous voyez. Donc ça a été aussi pour moi vraiment quelque chose de très important. Maintenant, ce qui était le plus important, c'est que nous rendons la justice au nom du peuple centrafricain. Et le peuple est ma première préoccupation. Très sincèrement, dans toutes les décisions que nous rendions, on voyait toujours quelle est la portée, bien sûr il y a le droit, quelle est la portée pour le peuple centrafricain. Et c'est sa volonté que nous devions respecter. Donc je tenais à ce que la volonté du peuple soit toujours respectée. Donc, quelle que soit la disposition, même si elle ne me plaisait pas par exemple, mais ce n'est pas ma volonté que je dois appliquer, ni la volonté de quelqu'un d'autre, c'est la volonté du peuple. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit toujours ainsi. Maintenant, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Ça m'a valu. 30 ans plus tard, on ne se fait pas. Oui, vous savez, lorsque nous avons rendu ça a été un petit peu progressif parce qu'il y a eu aussi le premier, oui, il y a eu plusieurs séquences, particulièrement deux, je pense, le décret que nous avions annulé concernant les grands travaux, je crois que ça n'a pas trop passé, mais surtout après le problème de la tokenisation des ressources naturelles, que nous avions dit simplement que c'est du domaine de la loi, donc il faut une loi. Or c'était même, il n'y avait même pas de décret, il n'y avait même pas d'arrêté, c'était un site internet qui réglait ce problème. J'avais dit non, et je l'ai bien expliqué au président de la République quand je lui ai dit non. Tout simplement, il faut respecter les règles, c'est du domaine de la loi. Donc à partir de ce moment-là, il faut une loi. Donc nous avons été obligés d'annuler effectivement toutes les dispositions qui avaient été prises. Bon, ça n'a pas plu, notamment à certains de l'entourage du président de la République, qui étaient particulièrement concernés par le sujet. Et il y en a même un, je peux vous dire, qui a contacté mon frère, dit à la grande sœur qu'il faut qu'elle rentre dans les rangs. Donc vous voyez un peu. Donc j'ai bien senti qu'il y avait quelques problèmes. Et puis après, bien sûr, les problèmes de la révision de la Constitution. D'abord c'était une révision, puis après c'est devenu une nouvelle Constitution. Mais comme ça aussi c'est bien fixé dans la Constitution, les modalités de révision. Donc, on ne peut pas le faire n'importe comment. Donc nous avons rappelé, d'abord il y a eu la première tentative en 2020, de modifier suivant l'argument qui était avancé, c'était au niveau du Covid-19. On disait, oui, c'est un cas de force majeure, on ne peut pas tenir les élections. On leur a dit, s'il y a cas de force majeure au moment voulu, la Cour constitutionnelle dira ce qu'il faudra faire. Mais on ne peut pas pour ça déjà prolonger les mandats. Donc je pense que là, au niveau des députés, ils avaient compris, puisque, pour moi, c'était vraiment une affaire terminée, puisqu'ils n'ont pas poursuivi. Mais après, donc, il y a eu les velléités de révision de la Constitution, puis après, une nouvelle Constitution. J'ai eu plusieurs, on va dire, plusieurs pressions. Et je pense pas que moi. Il y en a eu une qui était manifeste et dont j'ai parlé sur les ondes publiquement. Donc, la première pression que j'ai eue par rapport à ça venait de la Russie. Il faut dire ce qui est. Bon, ils sont venus me voir à la Cour constitutionnelle, ils ont demandé à rencontrer la présidente de la Cour constitutionnelle et heureusement je me fais toujours assister, donc je ne reçois pas seule.
Et il y avait donc le directeur de cabinet qui était avec moi, puis un autre juge que je ne veux pas citer, parce que je ne veux pas qu'il ait de problème. Bon, mais voilà. Et ils m'ont posé la question, tout simplement, comment faire pour faire sauter en fait pour faire sauter le verrou concernant les mandats. J'avoue que j'étais assez surprise parce que d'abord il s'agissait d'étrangers, c'est une immixtion flagrante dans la souveraineté d'un pays, dans les affaires intérieures d'un pays, et donc j'étais d'abord assez surprise, et puis après je leur expliquais que c'était pas possible, donc en leur citant les dispositions et tout. Voilà, et puis ils ont dit bon ben écoutez, on est venu prendre votre avis. Puis après ils sont partis, et puis vous connaissez toute la suite après, tout ce qu'il y a eu comme manifestation, même violente devant la Cour constitutionnelle et tout. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je voudrais justement parler de ces différentes manifestations où il était question de mort, d'assassinat. Et en faisant le recul sur on va dire les 40 dernières années, nous constatons malheureusement une perte des repères. Oui. Sur le plan moral en tout cas, oui. Il y a un affaissement. Oui. Est-ce qu'il y a un équivalent entre ce qui se passait avant dans la sphère politique en termes d'invitation de la violence, oui. La violence verbale et même physique? Quel sentiment ça vous laisse au fond par rapport à un pays sur sa trajectoire, les 40 dernières années, je dirais même, oui. au niveau politique? La violence s'explique, je pense, par ce que nous vivons et par notre histoire. Mais la violence, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la justice c'est très important, c'est le cœur. Lorsque vous avez des injustices, lorsque vous avez des discriminations, qu'est-ce qui se passe? C'est la colère qui vient chez vous. Lorsque vous êtes victime d'une discrimination ou d'une injustice, et il y en a toujours eu, malheureusement. Et nous avons aussi connu, et nous continuons à connaître le tribalisme, etc. Donc, à force, vous finissez par vous révolter. Et parfois, vous allez jusqu'à vous faire justice vous-même. Et c'est ainsi qu'il y en a qui peuvent prendre les armes, il y en a qui peuvent commettre des meurtres, des assassinats et tout simplement parce qu'on ne leur a pas rendu justice. Donc je pense que les dysfonctionnements que nous avons eus et que nous connaissons au niveau de notre justice, c'est l'un des points importants si l'on veut faire baisser les tensions et si l'on veut commencer à régler ce problème de violence, on est obligé de passer par là. Il faut rendre la justice aux citoyens. Il faut que les citoyens aient confiance en sa justice. Donc ça c'est vraiment un point important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une culture démocratique. Il faut aussi inculquer dès son jeune âge à l'enfant le civisme. Vous savez que ça ne se fait pas. Donc, et avant il y avait des cours d'éducation civique, maintenant il n'y en a plus, mais c'est important d'apprendre d'abord à aimer son pays, à aimer son drapeau, à aimer son hymne et à aimer son compatriote. Et tout simplement le respect entre individus, tout par-delà. Je peux vous en vouloir, mais j'ai des règles. Et je vous en veux, j'ai un problème avec vous, bon, qu'est-ce que je fais? Soit j'essaye de négocier, soit je vais en justice. Mais il faut que j'ai confiance en la justice pour y aller, et qu'elle soit accessible aussi. Donc, je pense que la culture démocratique, c'est aussi très important. Et puis, il faut que ce qui ne va pas, j'ai remarqué, parce que j'ai un peu étudié effectivement l'histoire constitutionnelle et juridictionnelle de notre pays depuis l'indépendance, même un peu avant l'indépendance jusque maintenant. Oui, exactement. Eh bien, moi je pense que ce qui ne va pas, c'est que nous avons des régimes qui se succèdent, mais qui se ressemblent particulièrement. Quelle que soit l'origine, vous pouvez mettre un régime parlementaire, vous pourrez mettre un régime, présidentiel ou semi-présidentiel, si la base n'est pas là, il n'y a rien à faire. Le régime, on ne va pas respecter les textes. Et c'est ce qui se passe, j'ai constaté particulièrement
quand j'étais à la Cour constitutionnelle, que quand vous voyez qu'il commence à y avoir une confusion des pouvoirs, eh bien sûr, c'est souvent l'exécutif qui commence à grignoter sur le pouvoir de l'Assemblée nationale. Je vous ai donné le cas des grands travaux. C'était, voilà, je vous ai donné le cas de la tokenisation. Voilà. Donc, l'exécutif commence à grignoter sur le pouvoir de législatif jusqu'à le paralyser, jusqu'à faire en sorte qu'il ne puisse plus tenir son rôle, c'est-à-dire de contrôle de l'exécutif. Maintenant, vous avez le pouvoir judiciaire. Si le judiciaire aussi ne fonctionne pas correctement et est contrôlé, ça veut dire qu'on assiste à une concentration des pouvoirs qui est absolument impossible dans un régime démocratique. Et ce que l'on constate aussi, c'est que non seulement ça, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui est représenté par le chef de l'État et le gouvernement, au sein du pouvoir exécutif, il y a même une scission, c'est-à-dire que la concentration maintenant, c'est que l'entourage des conseillers du président agissent à la place des membres du gouvernement. Alors, lorsqu'on en arrive là, ça devient très compliqué. Et à partir de ce moment-là, plus aucune institution ne peut tenir son rôle. Et ça explique après tout ce qui se passe. Alors, est-ce que ce n'est pas la conséquence des différentes luttes pour la libéralisation et l'intrusion du politique, du politique dans le choix de ce qui doit animer les institutions d'État qui ne reposent plus sur le mérite. Par exemple, il y a eu des accords politiques, au nom desquels, des accords politiques, j'ai envie de dire, au nom desquels certaines personnes ont été choisies jusqu'au rang de ministre, sans forcément tenir compte de leur capacité à gérer ces institutions-là. Est-ce que ce n'est pas, de votre point de vue, l'un des effets pervers de ces différents accords contre l'intrusion finalement des armes dans la sphère politique? Oui, ce problème effectivement est très important parce que en fait la prise d'armes, c'est-à-dire le fait de prendre des armes, vous conduit, ça vous ouvre une voie royale pour aboutir au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État. Donc ça c'est vraiment préjudiciable au fonctionnement de l'État, en tout cas d'un État démocratique. Et c'est pour cela qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, lorsque nous préparions les élections et nous avons examiné les candidatures, il y avait un certain nombre de candidatures de membres de groupes armés, particulièrement au niveau des provinces. Bon, c'était déjà les rois un petit peu dans leur région, donc pourquoi pas maintenant aller par le biais des élections. Non, même la communauté internationale nous a posé la question par la suite, pourquoi vous avez écarté les membres des groupes armés? Mais nous avons écarté les membres. Mais la Constitution, tout simplement. On a appliqué la Constitution. Oui, mais il y a des négociations au niveau du DDRR. Qu'on nous prouve d'abord qu'ils ont laissé tomber les armes, qu'on nous prouve qu'ils ont suivi le programme DDR, etc., etc., et qu'on nous prouve qu'on n'a pas à leur reprocher des crimes graves de droit international humanitaire ou des crimes graves concernant les droits de l'homme. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils pourront aller aux élections. Mais il n'est pas question d'avoir des députés qui maltraitent la population et qui après deviennent leurs députés. C'est vraiment impossible. Donc c'est pour cela qu'on a élagué, ça n'a pas dû plaire, mais en tout cas ça correspondait à la Constitution. Vous avez soulevé deux aspects que j'ai bien retenus. L'immixtion de la communauté internationale dans le fonctionnement des institutions et de l'application des textes de notre pays. Le premier exemple que vous avez cité ici, c'est cette mission de la Banque mondiale, cette mission de Jean-Paul Bougon. Et ensuite, là, maintenant, l'étonnement, j'ai envie de dire, de la communauté internationale, après l'application sèche des textes, la Constitution, qui écarte les membres de groupes armés.
est-ce que ce n'est pas la faiblesse de nos institutions qui explique que parfois on fait tout et son contraire face aux exigences souvent fluctuantes de la communauté internationale? Finalement, on se retrouve dans le décor. Je donne un exemple du programme d'ajustement structurel. Oui. On a demandé qu'on puisse faire le DVA, même chez les enseignants. Alors que les enseignants, le ratio étudiant-enseignant étant très faible, et pareil pour les médecins. Ce n'est pas justement erreurs, ou ce ne sont pas les erreurs de la communauté internationale, nous portons la responsabilité. Oui, vous savez, vous avez parlé des institutions fortes. Je pense qu'il faut des institutions fortes, mais il faut aussi des hommes forts et intègres au niveau de ces institutions. Parce que vous pouvez avoir une belle institution, je ne citerai pas de pays, mais on en connaît des pays qui ont des palais comme cour constitutionnelle, des palais. Mais comment sont choisis les membres de la cour constitutionnelle et comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils appliquent le droit et tout ça? Et peut-être une petite cour qui n'a même pas de siège d'abord comme la nôtre. Eh bien, du fait qu'on avait, et pour moi c'était tout le monde, en tout cas nos décisions étaient rendues à chaque fois à l'unanimité. Celles qui ont été contestées, c'était à l'unanimité. Eh bien, on allait tous dans le même sens et on voulait appliquer la Constitution, quelles que soient les pressions. Quelles que soient les pressions. Donc, je pense que quand on commence à avoir peur de perdre son poste, ça ne peut plus aller. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu toutes les pressions, quand j'ai vu surtout la violence qu'il y avait, les attaques, les menaces de mort et tout, j'aurais pu dire à ce moment-là, oh là là, bon, si je continue dans cette voie-là, je vais perdre mon poste ou je vais perdre ma vie, entre les deux. Mais c'était même pas dans mes préoccupations, parce que j'avais une mission à accomplir. Et donc, je l'ai accomplie. Maintenant, si on a jugé que je n'étais pas allée dans le bon sens, je pars la tête haute, de toute façon. Mais au niveau où je suis, si vous voulez, maintenant je dirige des thèses à la faculté, donc les étudiants viennent travailler chez moi quand j'ai besoin de les voir. Et puis, je fais surtout des missions, je suis invitée, c'est un peu ce que ça m'a apporté, je suis invitée à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de respect pour moi, apparemment, à l'extérieur, donc je suis invitée, beaucoup dans des pays africains. Bientôt, là d'ailleurs, dans 3-4 jours, je pars à Abidjan pour m'exprimer. Alors, c'est la formation des députés d'Afrique occidentale, mais on me demande à moi d'aller participer à cette formation. Donc, vous voyez ça, eh bien, ça j'ai mis la Cour constitutionnelle derrière moi maintenant. J'ai fait mon travail à la Cour constitutionnelle, voilà, c'est terminé. Maintenant, je suis dans une autre voie. J'aide les étudiants pour préparer leur thèse et soutenir. Et puis, je m'exprime au niveau international, je participe. Il y a encore quelques mois, on m'a invité au Bénin pour la formation des magistrats francophones. Vous voyez, et c'est là que j'ai revu d'ailleurs le président Douga, qui était là. Donc, vous voyez, c'est une autre voie qui est tout aussi enrichissante parce que maintenant, je peux partager mon expérience avec l'Afrique, je veux dire, avec d'autres pays africains. Vous avez évoqué avec beaucoup d'admiration la mémoire de Jean-Paul Bougainville. Oui. Au travers de l'histoire, vous avez rencontré des acteurs importants et même des chefs d'État que vous avez côtoyés dans leur gestion de la République, la nôtre. Oui. Quels sont les hommes qui vous auront marqué dans la sphère publique et pourquoi? Ceux qui ont géré l'État, donc les chefs d'État, ou d'autres simplement à un certain niveau. Vous avez égrené votre mémoire sur les C'est une question à laquelle je ne peux peut-être pas répondre parce que je vous ai parlé de Ngoupandé, c'était tout à fait spontané. Bien entendu qu'il y en a quelques-uns que j'admire, quelques femmes aussi. Là, vous en avez une ici dans la salle, hein, Madame Émilie Epaille, vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Donc il y en a quelques-unes comme ça, mais j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà, c'est ma façon de vous répondre. J'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus. Bon, il y en a beaucoup que je ne connais pas non plus. Hein, voilà, mais en tout cas, dans mon parcours,
J'ai eu vraiment à travailler avec Ngoupandé. Quand il m'a demandé d'être sa chargée de mission, j'ai dit tout de suite oui. Parce que c'est quelqu'un effectivement de très brillant et qui, comme je vous dis, qui avait une vision. Et ça, c'est très important qu'on est chef d'État, d'avoir une vision. Un État, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire demain ou après-demain ou dans 2-3 mois. C'est qu'est-ce que je vais faire pour conduire la Centrafrique d'ici à 15 ans ou à 20 ans. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner de nom. Il y en a quelques-uns, bien sûr. On va faire le travail à votre place. Si on devait parler de